Cet épisode de E égale RG2 est une présentation de l'auberge Le Rieur Sanglier. Depuis plus de 40 ans avant Jésus-Christ, Le Rieur Sanglier est LA référence en poutine sauce à l'amande de toute la Gaule. Toute? Oui. Venez prendre une cervoise tiède en fût lors de l'ouverture de notre terrasse. Réservez votre table au IVIV VVV XVXV. Bonsoir tout le monde, bienvenue sur les ondes de CKRL 89.1, c'est l'émission E égale RG2. On parle de BD tout l'été parce que bien sûr, qui dit été dit BD. Ce soir, à l'émission, on parle d'Astérix, ça va être très intéressant. On est autour de la table, bien sûr, moi-même, François-Angèle Animation. Guillaume Plante également. Salut, Guillaume. Salut, François. Et Tania Beaumont. Oui, t'étais où, Tania? Hey, ça fait 3 semaines qu'on te cherche. Je sais, j'étais à plein de places et ironiquement, la semaine passée, j'étais à l'inauguration de RG à Québec, ce qui me faisait rater E égale RG2. Est-ce que ça a beaucoup parlé de nous ou pas tant? Écoute, presque tout le temps. OK. Presque. Moi, j'ai demandé, est-ce qu'il y a une partie de l'exposition, tu sais, qui est dédiée à notre émission? Puis malheureusement, il y avait plus d'espace, mais ils y ont fortement pensé. Oui. Ouais, je comprends évidemment. ça. Ouais. Ouais, la prochaine fois, hein? Oui. Ben, il y a peut-être rien à dire sur nous autres non plus. Est-ce que tu as vu de Matraque Molle? Ouais. Ben, bizarrement, je travaillais à l'exposition, donc j'ai pas pu aller la voir. Bon, c'est super. J'étais DJ dans le hall, voilà. Mais on va faire quelque chose, hein? Oui, on va y aller. J'ai des laissés-passer pour y aller. Je suis maintenant abonné au Musée de la Civilisation. Fait que nice. C'est sûr que moi, au moins, je vais y aller, accompagné d'un accompagnant et de ma famille. Guillaume Plante, t'es rendu un adulte. Dis plus jamais ça, François. Avec t'abonner à un musée, t'es un adulte. Jamais ça. Mais on va certainement y aller pour en parler, hein, faire notre tour là-dessus et voir si on pourrait peut-être apprendre des choses sur RG. Je pense qu'on avait tout démystifié déjà son œuvre l'an dernier avec l'émission, mais bon, d'un coup qu'il y aurait quelque chose à nous apprendre au musée. Oui, c'est sûr qu'on va pouvoir faire une chronique là-dessus, à partir de laquelle je serai barré à jamais du Musée de la Civilisation. Je m'excuse à l'avance à tous les muséologues du monde. Ben voilà. C'est quoi l'émission, en fait? Je vous explique le concept. À chaque semaine, on prend une série, un classique de la bande dessinée. On va sur Internet, sur les sites de critiques de livres comme Babelio, Goodreads ou BDgest. On prend les notes de tout ça. On fait une compilation des notes de plusieurs sites. On détermine, selon les internets, quel est le meilleur et le pire album de chaque série. On les lit et on vous en parle. Et donc, ce soir, c'est Astérix avec le meilleur album qui est, selon les internets, encore une fois, c'est pas nécessairement notre jugement à nous, c'est Astérix et Cléopâtre et le pire album qui est Le ciel lui tombe sur la tête. Donc ça, c'est Astérix, ça va être en deuxième partie d'émission. Et en première partie d'émission, ce qu'on fait, c'est qu'on déterre une bande dessinée méconnue. Quelque chose qu'on aimerait voir remettre un peu de l'avant. Une des curiosités. Et ce soir, on va parler de Beaujoal, qui est un peu l'Astérix québécois. OK, littéralement le Astérix québécois. Carrément, donc il n'y a pas de... C'est même pas un peu, là. Non, c'est vraiment, vraiment, vraiment calqué formule Astérix. On est... Astérix. On est branché, Tania. Toi, tu vas nous regarder les réseaux sociaux pendant l'émission. Si jamais vous voulez nous communiquer avec nous, faire des commentaires, nous lancer des idées, c'est... plusieurs façons. Facebook.com/RGCKRL, RGHERGCKRL. Également sur Twitter, le fameux hashtag MatraqueMolle. Hashtag qu'on a toujours. Il est toujours très disponible. Il y a encore de la place. Il y a de la place dans le hashtag. Toujours de la place. Toujours Twitter ouvert. Si vous êtes prêts, n'hésitez pas avec MatraqueMolle. On attend toujours que ça trende à Québec et au Québec. Ça passe proche encore. C'est juste trender à Limoilou, ce serait pas pire. C'est le projet d'une vie. Hein? C'est ça. Un trend hyper local, ça nous ferait quand même du plaisir. Donc, on est là pour répondre à vos questions. Vous pouvez discuter aussi avec nous. Êtes-vous d'accord? Êtes-vous pas d'accord? Donc, on est prêt à prendre tous vos commentaires. Oui, on est également, si jamais vous voulez écouter les émissions précédentes, on est sur iTunes et sur Google Play en balado-diffusion. Tout est là, ou presque... parce que c'est pas notre job de faire ça, donc il y a certains épisodes qui sont pas disponibles, mais sont disponibles ailleurs, là, c'est SoundCloud.
On est partout. On est sur partout. Écoute, on est partout. On Multiplateforme. vous implore de nous télécharger et de nous classer 5 étoiles. Oui. Sinon, Apple Store voudront plus de nous. Non, déjà que c'est limite, là. Ils vont saisir notre hashtag. Là. C'est tout ce qu'on a. On a seulement un hashtag. Bon, passons dans le vif du sujet. Hey, ce sujet est d'une vivacité Ah, c'est inouïe. ouf. On va parler de Beaujoal. Guillaume, toi, t'as lu ça pour nous cette semaine. Oui, à vrai dire, ça tombait bien parce qu'on parlait d'Astérix. Ben oui. Ah, voyons, j'ai bien de la misère avec mes X à soir. Mais justement, On a tous notre bête noire ce soir. j'avais souvenir, tout jeune garçon que j'étais, d'aller une fois à la bibliothèque de Loretteville. C'est mon patelin natal. Et j'étais tombé là-dessus, sur les Beaujoal, le Huron québécois. Et moi, j'ai vécu très longtemps juste à côté du village de Wendake. Alors, les Hurons, nice. Alors, j'ai lu ça, voir, ça parle à peu près de chez nous. Finalement, ça parle pas vraiment de chez nous. Bon. Pas vraiment. Alors, ça a été rédigé la série a commencé en 1973 par Monsieur J. Guillemet, de son vrai nom Jean-Guy Lemay, né en 1940 et mort il y a 3 ans, en 2013. Et ça a la particularité, quand même, d'avoir été fait dans une époque où les albums de bande dessinée québécoises existaient pas. Oui, il y avait pratiquement rien. On essayait de voir tout à l'heure. Il y avait pratiquement rien. C'était des strips ou c'était des oui, c'est ça, la bande Des dessinée. parutions dans les journaux. Ouais, c'est ça. Exactement. Sinon, il y avait Capitaine Québec qui pourrait être sujet à venir d'une autre face cachée qu'on pourrait déterrer. C'est pas une mauvaise idée. Mais à l'époque, c'est ça, la bande dessinée, c'était européen, américain ou c'était rien. Alors, il s'était quand même donné un petit défi d'essayer de percer. D'ailleurs, c'est en français. Je pense qu'il visait beaucoup un public européen parce qu'il y avait quelques-unes des expressions où est-ce qu'il y avait la petite astérix. Comme il parlait de blé d'Inde, il se sentait obligé de mettre l'astérix pour préciser qu'on parlait de maïs. Alors, il voulait vraiment percer le marché franco-belge, et ce qui était une tâche herculéenne s'il en est. En même temps, c'est pas une mauvaise idée non plus, parce qu'Astérix, on s'entend que c'est beaucoup de références. C'est très français. C'est très oui. français, Ah, oui. mais ici, ça arrive ici, on comprenait tout ça. Il n'y avait pas de barrière nécessairement culturelle. Ouais, il faut quand même saluer l'effort parce que on a l'image du Québécois né pour un petit pain. Alors lui, il s'est dit, c'est pas de la boîte. Ce que je fais là, ça s'exporte. Et il a essayé. Et je pense que ça s'est bien vendu à l'époque. Ben ça aide qu'il n'y avait pas tant de compétiteurs non plus. Mais non, on salue l'ambition de Monsieur Lemay d'avoir voulu d'exporter le Québec à grande échelle. Mais qu'est-ce qui se passe justement dans ces beaux joueurs-là? Moi, je sais que j'en ai lu, justement, moi, je suis un peu comme toi, j'ai lu ça chez mon parrain qui en avait qui en avait un ou deux, je pense, à l'époque. Oui. Je me rappelle les avoir lus. Il y en a eu 3. Il y a eu Beaujoal, le Huron québécois en 73. En 1974, c'était Beaujoal à l'Expo EX, PAAUX. Vous voyez le calembour savoureux. C'est l'humour fin. Dès 67. Et finalement, le tome 3, le Zeus de la 21e Olympiade, paru en 1976. Dans le fond, on prenait les événements marquants, du Québec, les Jeux Olympiques de Montréal, l'Expo 67, ces choses-là. Oui, et le premier, c'était vraiment pour placer le contexte du village et des méchants Canadiens qui voulaient les envahir. En fait, c'est les mêmes événements qui ont été repris par la série Paul, mais à l'époque des Hurons. Exactement. Donc oui. la filiation est là. Oui, et en plissant les yeux, c'est exactement 19-2, mais il faut vraiment plisser les yeux et lire l'album à l'envers. D'ailleurs, je remarque sur la couverture du premier album, le méchant a l'air d'être Pierre-Éliott Trudeau. Là. Le méchant, la caricature est quand même assez... Le méchant, c'est Pétac. Ah ouais. Oui. Ah, ben tu sais, hein. Oui. Et il y a aussi le maire de Montréal qui s'appelle Peau de rat. Oui, parce que c'est Jean Drapeau. Ouais. Et c'est ça. Pétac était à la base un Huron, ou du moins un membre des Premières Nations, qui a reviré sa veste pour s'assimiler au Canada, qui s'écrit avec un K, et donc qui a viré sa veste contre son pays. Et au cas où vous avez pas vu, il y a une métaphore là-dedans. Il y a beaucoup de métaphores là-dedans. Mais c'est ça, mais c'est un peu le modèle Astérix. Là. C'est vraiment on reprend la sauce Astérix, le même genre de procédé. Exactement. On remplace les Gaulois par des Hurons. On va remplacer les Romains par les
Les Canadiens anglais. Les RCPDistes. RCP, ok, ouais. Oui, c'est vraiment la gendarmerie royale. Et il y a quand même un petit effet, il y a un bel anachronisme que j'ai vraiment trouvé quand même intéressant. Où est-ce qu'il ouvre l'histoire, on est dans un village, on est dans un village ronde, à Chicoutimi. Et après ça, on apprend que le méchant Pétac a une formule magique pour détruire toute la faune, donc affamer les Hurons. Ce qui est une chose, c'est comme l'élément déclencheur, mais on va à peu près pas y revenir de l'histoire. Ça, c'est assez fabuleux. Alors, il décide de se rendre à la Grand'Ville, à Montréal, et c'est là qu'on se rend compte que Montréal, c'est ultra moderne, avec les gratte-ciels super bien dessinés, avec des beaux points de fuite. Là. Lemay s'est vraiment gâté là-dessus. C'est vraiment... Parce qu'on a le stade olympique ici, qui est carrément le stade olympique. Là. Il y a pas de... Non, c'est ça. Ça pas interprété, là. Ça faisait un bout que je l'avais lu. Je me suis demandé, est-ce que ça va avoir si bien vieilli? Ouais, c'est ça. Tu sais, le Guillaume de 1988 avait trouvé ça intéressant, mais le Guillaume cynique de 29 ans plus tard, qu'est-ce qu'il va en penser, lui? C'est pas si pire. J'ai ouvert les albums en me demandant, OK, est-ce que ça va être vraiment horrible la façon dont ils vont traiter les Hurons? D'ailleurs, à la première page, quand ils font la présentation des personnages, qui est à peu près calqué justement la présentation des personnages dans les Astérix. Vraiment... Alors, il y a Beaujoal, le sympathique géant. C'est Astérix et Obélix mélangés en un, sauf que lui, au lieu d'être tombé dans la potion magique quand il est petit, il se fâche, et quand le peuple Huron se fâche, il peut faire de grandes choses. C'est peut-être une métaphore. C'est peut-être Sinon, il y a l'ami poltron de Beaujoal, Saute-Mouton, Loup-Garou, le magicien un peu mystique, mais finalement qui est à peu près aussi colon que les autres. Ben, je dis colon, non, c'est toujours un peu des sympathiques nonos dans ces histoires-là. Et là, il y a Feu Follet, que je vais texter. Feu Follet, le mouton noir de la tribu. Sa grande faiblesse, son oui immodéré pour l'eau de feu. C'est en lisant ça que je me suis dit, OK, dans quoi on s'engage? Finalement, c'est ça, dans le premier album, il y a une scène où tout le monde vire une brosse et la chicane pogne, mais finalement, pour le reste des albums, on n'en revient pas. Fait qu'on va pas aller dans le cliché déplorable des Amérindiens et des Premières Nations qui boivent comme des trous. On a esquivé ça. Alors, c'est ça. C'est pas caricatural. C'est vraiment un peuple qui chasse, qui pêche, qui veut vivre leur petite vie. Ça, c'est bien amené. Mais la misogynie latente de l'époque, elle, haïe. Encore. On y revient. Toujours. Cette bonne vieille misogynie latente. Ben oui. Il y a deux personnages féminins notables. Il y a la sœur... ou la femme de Beaujoal. Je pense que dans le premier album, ça avait l'air d'être sa femme, mais finalement, c'était sa sœur dans le deuxième, qui sait vraiment juste à donner... C'est pas nos affaires. Son but, c'est de nourrir Beaujoal et de se faire attacher quand elle dit de quelque chose qui fait pas l'affaire du héros. Puis Beaujoal trouve ça bien drôle. Fait que... OK. Oh là là, hein? C'est quand même, je regarde ça, les dessins sont quand même pas pires. C'est assez... c'est sûr que c'est pas le style c'est un peu le style du Derzo copié, mais c'est beaucoup moins oui, et ça a l'air d'être de la coloration directe. Moins travaillé. À l'époque, ça avait la technique qu'on faisait le tracé à part. Là, on dirait que c'est vraiment la page est vraiment faite de A à Z sur la même page. On met les traits, on met la couleur par-dessus, on fait le lettrage. D'ailleurs, c'est une des choses qu'on peut reprocher, c'est que des fois, il a mis un petit peu trop de texte pour remplir sa bulle, mais sinon, c'est correct. Moi, ce que je me souviens, c'est que je pense que c'est dans celui à l'Expo 67, il y a Robert Charlebois à la fin qui fait ordinaire, mais version Huron, je sais plus trop, là. Mais il y a comme un personnage à la Robert Charlebois avec un gilet du Canadien qui chante ordinaire, donc... Ouais, c'est ça. Puis il y a une référence, il y a le Colisée de Montréal où est-ce qu'il y a pas de jouer au hockey, il joue à la crosse. Évidemment. Et on fera pas de joke là-dessus. Et non. Beaujoal. Mais moi, j'ai absolument pas regardé, mais ça me donne envie de plonger là-dedans. Oui, c'est disponible à la Maison de la littérature, sauf que là, ils sont pas disponibles parce que c'est moi qui les ai empruntés. Fait que, moi, j'étais allé le fameux périple qu'on fait tous au mois d'octobre à l'Halloween au Village des Valeurs pour aller trouver des costumes. J'en avais vu un et je l'avais pas acheté, puis je l'aurais donc dû.
Oui, c'est ça. Puis je pense Ouais. qu'il y en a un en vente. Si vous voulez vraiment votre exemplaire de Beaujoal, le Huron québécois, je pense qu'il y a une librairie d'occasion à Sorel. Oh. Où est-ce qu'il l'a? J'ai fait une petite recherche. Je m'étais dit, est-ce que je peux aller l'acheter à la place d'aller chercher la Maison de la littérature? Mais ça vaut la peine d'y aller parce que la Maison de la littérature, c'est super beau. Parce qu'on s'entend que ça n'a pas été réédité. Là. C'est les éditions d'origine, puis il y a les copies qui restent, c'est tout. Là. Dans les sous-sols de votre mononcle, peut-être. Ouais, c'est ça. probablement. Allez fouiller dans la vieille BD-graphie, BD-tech. BD-Tech. Oui, c'est ça, des sous-sols. Là. Puis si vous en avez une copie, bien gardez-la et écrivez-nous d'ailleurs sur les réseaux sociaux. On Avez-vous veut lu ça, Beaujoal, vous autres? un selfie avec votre Beaujoal. Parce que ça, quand même, pas si pire vieilli. Tu sais, c'est pas un scénario incroyable. Je faisais référence à la fameuse formule magique qu'il faut donc bien détruire, mais finalement qu'on s'en occupe à la dernière page. Toutes les deux albums que j'ai lus, l'histoire se règle dans les 3 dernières pages de l'album. C'est la structure scénaristique est un peu bâclée. Désolé, mais je le dis. Mais sinon, non, c'est divertissant, c'est très sympathique. Il y a des petites maladresses auxquelles on peut s'attendre à une bande dessinée qui était un art très peu maîtrisé à l'époque. Alors, on va pas en faire un petit plat s'il y a des petits accros. Bon, mais intéressant, non? Une bonne référence, Guillaume. Donc, Beaujoal, le Huron québécois, c'est disponible pas partout. C'est ça. C'est disponible nulle part. À la En ce Maison de la moment, c'est littérature. zéro disponible à la Maison de la littérature. J'ai le monopole. Et là, tu vas les retourner demain. Oh, et très bientôt. OK, donc voilà pour la face cachée de la BD. On va parler d'Astérix après la pause, mais là on a toujours notre chanson qui fait référence à quelque chose, une référence tordue. Mais là on s'est rendu compte une demi-heure avant le début de l'émission qu'on n'avait pas de chanson. Mais moi, j'y avais déjà pensé. Ah, tu y avais déjà pensé? Toi, t'en avais pas, mais moi, j'y avais pensé. Ouais, t'aurais ouais. dû me le dire. Ben, j'ai m'aurait, oublié de faire ça. En tout cas, la chanson donc ça va être c'est un gros cliché là, mais bon, ça va être ça pareil. Donc, on va parler d'Astérix et Cléopâtre et la chanson, évidemment, ce sera Claude François, notre bon ami, avec Alexandra Alexandrie. Mettez vos plus beaux sauts en polyester et bougez. Voile sur les filles, barque sur le Nil. Je suis dans ta vie, je suis dans tes bras. Alexandra, Alexandrie, Alexandrie où l'amour danse avec la nuit. J'ai plus d'appétit qu'un barracuda. Je boirai tout le Nil si tu ne me retiens pas. Je boirai tout le Nil si tu ne me retiens pas. Alexandrie, Alexandra, Alexandrie où l'amour danse au fond des bras. Ce soir j'ai de la fièvre et toi tu meurs de froid. Les sirènes du port d'Alexandrie chantent encore la même mélodie. Oh, oh, la lumière du phare d'Alexandrie fait naufrager les pavillons de la jeunesse. Voile sur les filles et barque sur le Nil. Je suis dans ta vie, je suis dans tes draps. Oui, Alexandra, Alexandrie, Alexandrie où tout commence et tout finit. J'ai plus d'appétit qu'un barracuda. Je te mangerai cru si tu ne me retiens pas. Je te mangerai cru si tu ne me retiens pas. Alexandrie,
Alexandra. Alexandrie, ce soir je danse dans tes draps. Je te mangerai cru si tu ne me retiens pas. Les sirènes du port d'Alexandrie chantent encore la même mélodie. Oh, la lumière du phare d'Alexandrie fait naufrager les papillons de ma jeunesse. Voile sur le fil, barque sur le Nil. Oh, Alexandrie, Alexandra. Ce soir j'ai de la fièvre et toi tu meurs de froid. Ce soir je danse, je danse, je danse dans tes bras. Allez, danse, putain. Claude François avec Alexandre. C'est lequel? T'as dit les Tania, moi. C'est Alexandrie, Alexandra. Ah, merci. Moi, le disco. Non, Tant c'est mieux ça. parce que c'est pas mentionné dans Toon, pas en tout. Là, il regarde. Donc, voilà, c'est ça. C'était la chanson de ce soir. Parce pour que le- c'est, ben oui, parce pour que le c'est en meilleur et lien. pour le pire. Ben oui, on est à Alexandrie dans Ben oui, exactement. Astérix et Cléopâtre. Ah non, écoute, on n'est pas obligé de toujours faire des liens tordus. Des fois, les liens viennent à nous. Alors, Oui, puis en plus, dans Le ciel lui tombe sur la tête, il y a une blague de Claude François. Ouais. Il y a une référence, donc on était en plein dans Ah le non, ton. c'est parfait, ça. Ouais. Ce soir, il nous manque quelqu'un autour de la table. Tu sais, Olivier Morissette est toujours là. Ouais. Je sais, moi, moi, il m'avait dit qu'il serait peut-être pas là, mais bon, il était pas sûr. Ça avait l'air bizarre son affaire. Je sais pas. Puis là, qu'est-ce qui est arrivé pendant la chanson? On a reçu quelque chose? Ouais, Tania, je sais on a reçu un email chantant, pas. OK. en fait sonore. Et ben ça s'appelle message E égale RG2. Il fallait donc jouer ça, voir. Ouais, c'est un MP3, fait que je nous fais jouer ça. Bonjour à tous. Bonjour aussi aux auditeurs. J'ai pas beaucoup le temps de vous parler. Je viens de dénicher là, un goniomètre puis une radio à ondes courtes. Là. J'espère que mon message va se rendre. Vous vous rappelez l'an dernier, on a été surveillé par un homme à la calzone qui en voulait à nos scénarios secrets de Tintin. Eh bien, il a réussi à me capturer. Hein. Ce qui devait arriver arriva. Donc là, présentement, je suis dans un manoir. Là. Je suis retenu prisonnier. Là. Je pense que je suis en celle d'avis. J'ai été déjà un peu torturé, là, mais rien de bien grave, inquiétez-vous pas. Je crains pas d'être là ici trop longtemps. Là. Je pense bien que les secours vont arriver bientôt pour me libérer. En tout cas, même sous la torture au moins, je pense à vous, puis je me console en me disant que c'est toujours bien pire que d'avoir à lire Astérix, le ciel me tomba sur la tête. Donc, je suis compatissant avec vous, puis j'espère qu'on va se revoir la semaine prochaine. Salut! Ouais. Comme moi qui pensais qu'il était pas là parce qu'il fallait qu'il aille faire la commande. Ouais. Il est parti se faire torturer pour pas lire Astérix. Là. Mais Sérieusement, je pense que je l'envie. mais là, l'histoire moi, je pensais que c'était fini, cette histoire-là, le mal à calzone. Là. Jamais terminé. Ouais, non, mais faut croire que... C'est pas fini, cette histoire-là. En tout cas, Non, on va c'est essayer pas de le terminé. sauver. Olivier, écoute, Ben oui, on va peut-être essayer de le retrouver la semaine prochaine. on a une semaine pour le retrouver. On a une Ouais. semaine pour le faire. Bon, on va voir ce qu'on peut faire. Oui. En tout cas, il est mieux de se libérer vite. Là, on parle de Lucky Luke la semaine prochaine. Ouais. C'est bon, Lucky Luke. Il va se libérer plus vite que son ombre. On vous rappelle, si vous voulez nous écrire, facebook.com/RG CKRL, HARGE CKRL. On a quelques questions. On va vous poser une question. Si vous avez lu Beaujois, venez nous en parler. On est également sur Twitter, #MatraqueMolle. Oui. Donc, on est là, on est disponible. Venez jaser avec nous. Et là, on parle d'Astérix. Écoute, Astérix, tout le monde, ça va? Astérix, on a tous... Guillaume, Ouais, oui, on est Astérix, correct. ça Ouais, va? ouais. Tania? Ouais, non, la remise en contexte est moins nécessaire, je Ouais, pense. bon. Hein, ouais. Il a un gros nez, il a un chandail vert, il est super gaffeur, travaille chez Spirou, je suis correct. Ouais, c'est bon. Ouais, c'est ça.
On voit que tu suis quand même. J'espère que tu as lu les deux bonnes bandes dessinées. Ouais. Il aime tellement pas le lundi. Ah ouais, c'est fou. Hein. En fait, pour un petit contexte historique, donc Astérix a été créé par René Goscinny et Albert Uderzo en 1959. Ça a commencé avec le numéro 1 du magazine Pilote. La série se poursuit toujours. René Goscinny, malheureusement, est décédé en 1977. Et Albert Uderzo a repris la série comme scénariste pour le plus grand plaisir de beaucoup moins de monde. Et depuis 2013, c'est une nouvelle équipe qui fait les albums d'Astérix, Jean-Yves Ferry au scénario et Didier Conrad au dessin. Et ça a quand même redonné un petit regain. Un petit regain, parce qu'il y en avait bien besoin. Guillaume, à chaque semaine, toi, tu nous fais le portrait type du lecteur, le lecteur moyen de la série dont on parle, puisque tu as vendu de la bande dessinée très longtemps. Oui. Le lecteur moyen d'Astérix, c'est qui? Le lecteur d'Astérix moyen vient d'un village perdu. Il vient en pick-up. Il a un nez gigantesque, un très gros nez. Il porte ses culottes en dessous des bras, puis il est vraiment très chialeux. Ça, c'est la réponse que je pourrais dire en blague, mais à vrai dire, tout le monde lit Astérix. Ouais. Regarde, on va pas se leurrer, là. Non. François, t'as-tu lu Astérix? Ah, j'ai lu Astérix, oui, aujourd'hui. Tania, t'as-tu lu Astérix? Ah oui, depuis 20 ans. Et voilà, Ouais. CQFD, tout le monde lit Astérix. Même vous, auditeurs de CKRL. Ouais, c'est fou pareil, ça. Justement, Astérix, c'est universel. tellement universel. Ouais. J'ai un collègue de travail aux États-Unis. Il vient du Brésil, il connaît Astérix. Il y a une figurine d'Astérix sur son bureau. C'est fou, là. Pour avoir écouté un autre podcast qui parle d'histoire aujourd'hui, il parle d'Astérix et ils ont passé des extraits, par exemple, de bulletins de nouvelles où on fait référence, quand quelqu'un est seul à se battre contre l'envahisseur, par exemple, on fait référence à un village d'Astérix. Donc, c'est devenu même une référence au-delà de la bande dessinée. C'est une expression populaire de dire qu'on est un petit village de Gaulois, on est un village d'Astérix. Qui résiste encore et toujours à l'envahisseur. Toujours. Mais c'est ça, c'est juste le fait que Ciné Cadeau nous envoie à chaque année une bonne dose d'Astérix fait qu'on va jamais se purger de ce beau village gaulois-là. On les écoute, on les écoute à chaque année. Et plusieurs fois. Astérix, avec les enregistreurs, je sais que chez nous, ça les écoute très, très, très souvent. Là. Ah oui, j'ai les DVD chez nous, fait qu'on les écoute à l'année longue, sauf dans le temps des fêtes. T'es tellement hipster. On est des rebelles. C'est fou. C'est bien de replonger dans les albums parce que justement, on a été bombardé avec Ciné Cadeau, entre autres, des Astérix. Mais quand on replonge dans l'album, parce que souvent on a fait un mélange de deux histoires, par exemple. C'est ça, on a fait des raccourcis, on a ajouté une chanson qu'on n'a pas évidemment dans l'album. Mais là, on revient comme à l'histoire brute. Ouais. Et c'est vraiment intéressant de revoir comment c'était fait à la base, parce que un peu comme notre histoire de Matraque Molle, l'histoire peut être déformée par notre vision dans la télévision, par exemple, du héros. Mais là, vraiment, on retourne à l'histoire brute. Mais moi, c'est ce que j'ai aimé, entre autres, de la lecture d'un des deux BD qu'on a lu. Ah ouais, lequel? Astérix et Cléopâtre. Ah, ok. Ce qui est plaisant aussi, c'est que moi, je suis un peu pour faire un peu de recherche avant l'émission, j'ai relu quelques albums comme ça qui traînaient à la maison, comme ça. Puis, écoute, c'est encore super bon, là. Qu'est-ce que j'ai relu? J'ai relu Les Lauriers de César. Moi, j'ai relu Le Grand Fossé. J'en ai profité pour faire ça. Le Grand Fossé, c'est le premier, ça, que Goscinny n'a pas fait. À vrai dire, ça va bien mal. Il a été fait à 50%. Ah oui? Il est décédé à peu près à mi-chemin. D'ailleurs, dans Le Grand Fossé, à un moment donné, il y a la pluie qui se met à tomber, là. Ah, c'est là que... métaphore. Ouais, c'est vraiment... Goscinny est mort et Uderzo a signalé ça. Il a fini l'album lui-même et il a signalé son décès en faisant tomber une grande pluie. Ah, Eh ben. Avoir su, j'aurais versé une larme en même temps. Je trouve que c'est émotif. Mais ouais, il y a beaucoup... c'est le fun de relire ça. Même, j'ai relu quelques trucs que j'avais... Tu sais, des bandes dessinées on sait qu'on les a lus, mais on s'en souvient plus. Des trucs comme Le Bouclier Arverne, des trucs comme ça. C'est le fun de relire ça. Il y a plein de choses qui nous reviennent quand on était petit, puis il y a plein de choses qu'on comprend maintenant qu'on comprenait pas. Ouais. Là, on va s'éclairer tout de suite, là. Goscinny, il avait-tu l'affaire ou il l'avait pas Il l'avait l'affaire? pas rien qu'un peu. Il l'avait. Il l'avait. Parce que la semaine prochaine, on parle de Lucky Luke, et il écrivait Lucky Luke en même temps que Astérix, et il avait l'affaire avec
Lucky Luke aussi autant. Ah ouais, comme tout le monde disait, là, Goscinny, là, il y a juste le train qui a pas scénarisé. Tu sais, l'année passée, on parlait que on parlait que Hergé avait inventé le tas, qu'il avait pas appris sur le tas, il avait inventé le tas. Je pense que Goscinny a inventé la coche. Ah ouais. Il était pas sur la coche, il a inventé la coche. Il a inventé la coche. C'est mis dessus, là. Ouais. Puis il est encore. Ouais. On va parler plus en détail des deux albums, le meilleur et le pire. Donc, après une courte pause, nos précieux vrais commanditaires. Approchez. Pub radio. Car un spot radio s'adresse à l'imaginaire de l'auditeur pour le transporter. Ouais, on a eu tout un party avec mes amis Bière et Joint. Tiens, Joint, prends les clés. Es-tu fou? Je suis bien trop stone. Hey, Bière! Ah non, une fois que je prends une puff, je conduis plus. Il reste toi, Dave! Puis t'as pris juste quelques verres. Puis 2-3 puffs. Non, je conduis jamais quand je bois. C'est sûr que je conduirai pas après avoir fumé du pot en plus. Ben, comment on rentre chez nous? Allez, Dave! Ne laissez pas le cannabis et l'alcool influencer votre décision de conduire. Allô? J'aurais besoin d'un lift. Un message de Mad Canada. Présentement à l'affiche au cinéma Le Clap. All Eyes on Me. Les aventuriers voyageurs présentent Bali. Baby le chauffeur. De plus belle. L'embarras du choix. Les gardiens de la galaxie volume 2. Et le Royal Opera House présente Othello en direct. Rendez-vous sur leclap.ca et retrouvez l'essentiel de la programmation et plus encore. Avertissement. Cette émission est déconseillée aux personnes âgées de plus de 77 ans. Le jugement des parents est conseillé. Vous êtes de retour sur CKRL, c'est l'émission E égale RG2. On parle de BD tout l'été, car qui dit été dit BD. On peut appeler été sans BD, par contre. Oui, ça c'est vrai. Oui, c'est même très facile. Oui. Ouais. On parlait tout à l'heure d'écrire des commentaires. Eh bien, on a reçu un commentaire. J'ai posé la question s'il y a des gens qui avaient lu Beaujoal. On a Pierre qui nous dit « Je dois l'avoir encore quelque part au sous-sol ou chez mes parents. » Comme quoi, ça prouve ma théorie que c'est vraiment une BD de sous-sol. Oui. Ça se trouve dans les sous-sols. Oui. Alors, dans chaque sous-sol qui se respecte, il faut qu'il y ait une chambre froide et une BD de Beaujoal. Moi, je vais au deuxième. Ça explique pourquoi je l'ai pas. Ah, ben ouais, tu voilà, vois. c'est pour ça. Tout s'explique. Ouais. Alors, merci. Faites-nous part de vos commentaires encore une fois. C'est super intéressant de vous lire. Et donc, on parle de Astérix pour le meilleur et pour le pire. Donc, je vous rappelle ce qu'on fait. On va sur Internet, on va sur les sites de critiques de livres, on additionne les notes, on fait une moyenne, on détermine avec ça qu'est-ce qui est le meilleur et qu'est-ce qui est le pire. Évidemment, c'est pas notre jugement à nous, c'est le jugement de l'Internet. Mais Internet a toujours raison. À date, Internet a toujours raison. Et donc, le meilleur album d'Astérix, c'est Astérix et Cléopâtre, et le pire album, c'est Le ciel lui tombe sur la tête. On va commencer avec le meilleur, parce que c'est un album qu'on connaît à peu près. Ben, même si on connaît pas l'album, on connaît tous au pire on connaît le film. C'est bon. Les films, il y a eu 2 adaptations. Cet album mérite 2 adaptations. Oui, et puis 2 très bonnes adaptations en même temps. Donc Astérix et Cléopâtre, paru en 65. Ben, l'histoire, je pense qu'on la connaît tous. C'est Numérobis, qui est l'architecte de la reine Cléopâtre, qui a besoin de construire un nouveau palais. Il sait pas comment il va faire dans les temps alloués. 3 mois. 3 mois, pas de délai. 3 mois? on est vraiment hanté par les références des films. Ouais. Je pense qu'on pourrait arrêter l'émission là, puis juste réciter le film du début à la fin en rapide. Là. Ouais. Puis on pourrait, là. Oui. Faudrait à un moment donné écouter les 2 films en même temps. Un par-dessus l'autre. Ouais, le dessin animé par-dessus le film d'Alain Chabat. Il y en a qui font ça maintenant avec le Magicien d'Oz puis Dark Side of the Moon de Pink Floyd. Là, peut-être que si on faisait les 2 Astérix un par-dessus l'autre, ça ferait Dark Side of the Moon. Dark Side of the Moon, ouais. Peut-être. Je sais pas, faudrait l'essayer. C'est vrai que c'est vrai. Mais c'est assez surprenant. On l'a dit. Je coupe ta description, non, François. On le connaît tous par cœur. Le film, on le connaît par cœur. On connaît vraiment les répliques. Et moi, ce qui m'a frappé, c'est de le lire et de me rendre compte à quel point le film a respecté à la lettre, à la virgule près. J'entendais Monica Bellucci qui disait les lignes. C'est vraiment incroyable. Et même des trucs qui ont tellement bien été intégré par les acteurs français que je me disais ben non, ça vient d'eux autres là, ça vient du script ou du scénario, mais non, c'est écrit comme ça dans la BD. J'ai été bien surprise de voir ça. Le film par exemple, le film avec des vrais acteurs, il y a plus de gags, ils ont rajouté beaucoup plus de gags par exemple. Oui. C'est plus Alain Chabat, c'est plus l'esprit des nuls là.
Justement, Alexandrie Alexandra, il y en a une référence. C'est sûr que la prémisse est placée dans la bande dessinée parce qu'on souligne la présence du phare d'Alexandrie, mais on a rajouté la blague avec la chanson de Claude François, mais la prémisse était là. Mais la BD, c'est carrément c'est la même chose que le film, à part les chansons. Sinon, le reste... en fait, ce que j'ai trouvé intéressant, c'est que... je me disais, est-ce que c'est la meilleure BD parce qu'on a vu le film ou si l'inverse, parce que la BD, c'est une bonne base pour le film? Oui, la question se pose, c'est vrai. C'est tellement imbriqué dans notre ADN. Puis là, on parle de l'Internet, mais c'est tout le monde. Puis je pense que Astérix et Cléopâtre, à tous les Noëls, je pense que c'est juste ici, c'est juste au Québec que ça se passe, là. Probablement que nous, on a peut-être même un rapport plus direct avec ce film-là, parce qu'on l'a à chaque année à la même date, sauf Guillaume qui l'écoute, lui, au mois de juillet. Ouais. Jamais en décembre. Jamais. Mais écoute, c'est super plaisant à lire quand même. Ce que j'ai trouvé, c'est vraiment le rythme. Ouais. Le rythme de cette BD-là, ça commence, à la 2e page, on est déjà dans l'action, on sait déjà ce qui se passe. On connaît déjà tous les personnages, tout est super bien placé, ça va à un rythme de fou. Ça arrête pas, mais c'est jamais chargé. C'est jamais plate, il y a toujours des gags. Les gags sont toutes drôles. C'est pointu, là. Ouais. Guillaume parlait de schéma narratif tout à l'heure, puis je pense qu'on l'a vraiment... Il y a un élément déclencheur qui arrive super vite, qui est la construction du palais, on va chercher les Gaulois, et après, t'as vraiment péripétie numéro 1, numéro 2, numéro... Tu sais, on a établi les adjuvants et l'ennemi, puis il y a une conclusion, donc le schéma narratif est vraiment bien fait. On a de l'humour sur différents niveaux, autant dans le visuel que dans l'écrit. On joue avec les codes, avec les cases là, carrées qui sont en jaune, qui sont un peu, je sais pas, les espèces de, pas des didascalies, là, mais on nous donne de l'information. Les récitatifs. Voilà, merci, les récitatifs. Mais on gague aussi là-dedans, donc c'est vraiment complet comme BD. Ah non, c'est ça. L'album lui-même, ça faisait un bout que je l'avais lu. J'étais plus nourri au film. Là. Et là, ça fait un bout que j'avais... Et là, je retombe là-dessus. Puis quand je vois les ouvriers du sud de l'Égypte qui parlent comme des Marseillais, j'ai ri Ah oui, ça, c'est drôle. Stupide et c'est très drôle, parce que ça, justement, ça, il n'y a pas ça dans le film. Moi aussi, oui, j'avais remarqué, moi aussi... ça m'a beaucoup marqué. J'ai remarqué aussi le goûteur. Oui, le destin du goûteur est différent. On sait que dans le film, le goûteur il mange le gâteau empoisonné, le pudding à l'arsenic, et après, Panoramix lui donne la potion, ça va bien. Bon, sauf que je me rappelle pas que dans le livre, il se fait congédier. Ouais. Moi aussi, je me rappelle pas de ça. Elle le met dehors, puis il est remplacé par un autre goûteur maigre. Mais là, qui goûte l'os d'Idéfix. Ouais. Il y a un gars qu'il faut que je lise. Alors, récitatif dit, après un voyage de nombreux stades, après ça, une petite légende en bas de page qui dit, le stade est une ancienne mesure qui vaut 168 mètres. Quand on sait que le pied vaut environ 33 cm et que l'alexandrin compte 12 pieds, il est facile de calculer qu'un stade vaut environ 42 alexandrins. La joke de chiffres, mesdames, messieurs. Littéraire et chiffres. Mais c'est la deuxième blague d'Alexandrin, parce qu'il y en a une aussi au début quand Numéro bis arrive. Et c'est intéressant de la voir, parce que dans le film, si on porte pas attention, bon, Panoramix dit c'est un alexandrin, c'est un peu plus compliqué, mais quand on la voit écrit, c'est vraiment je suis, virgule, mon cher ami, virgule, très heureux de te voir. Donc on voit la césure au milieu, si je me rappelle bien, au cours de français de secondaire 4. Mais visuellement, moi, ça m'a fait comme plaisir de la voir, parce qu'on la sent encore plus, là, la blague d'Alexandrin. Mais c'est ça qui, je pense, qui fait que Goscinny, c'était aussi un génie, c'est qu'il pouvait écrire des affaires de même sans se préoccuper que est-ce que tout le monde va la comprendre. Ben, peut-être pas, mais c'est pas grave, il y a quand même une partie de ton lectorat qui va la comprendre, parce que c'est fait pour tout le monde. C'est pas fait pour les enfants, nécessairement. Ah oui, si t'as comprends pas, cherche. Là, c'est facile. Puis même si t'as comprends pas, il va y avoir un gag tout de suite après c'est pas que grave. Tu vas comprendre. C'est ça, c'est pas grave si t'as comprends pas. Il y en a assez pour ça. Moi, je trouve que c'est... comme un buffet de gags. Ouais. Puis il y en a à tous les niveaux, en toutes les couleurs, dans tous les coins des cases. Si tu comprends pas les gars, ils vont se battre, puis ils vont couler le bateau des pirates, pis ça, tout le monde aime ça. Un truc que j'ai remarqué, avez-vous remarqué que
Cléopâtre est beaucoup plus le teint beaucoup plus foncé que dans le film. Oui. C'est peut-être le premier exemple de whitewashing. Ah oui, hein, de l'époque. Oui. Non, ben je pense pas là. On s'en ira pas là-dedans. Mais oui, elle est beaucoup plus traditionnellement, si on peut dire, égyptienne. Oui, c'est vrai ça. Quand on compare avec le dessin animé. Ouais. Mais Cléopâtre était pas égyptienne de base. Elle était pas. Je pense qu'il faudrait faire une recherche rapide. Non, sur écoute, Google, j'ai regardé là. tantôt, puis je pense que oui, elle est vraiment est égyptienne. Là. Ah, ça se peut. Je veux dire, elle est de descendance. Je pense que c'est de descendance. Parce que dans le directe, film Mission Cléopâtre, il en fait une blague. Ouais. Il dit pour quelqu'un qui est pas l'égyptienne à la base. Ouais, hein, c'est même, ça. Ouais. Et là, j'ai pas fait mes devoirs de recherche. Non, j'ai regardé tantôt, mais ça veut dire, elle est égyptienne, mais elle a quand même une descendance. Là. Mais bref, elle va voir ça sur Twitter. Elle n'a pas la même Wikipédia. couleur. Oui. Mais oui, donc c'est ça. Les plus de la région. Oui. On va dire. Ça en fait un bon album. Ouais, vraiment. Dans les bien cotés aussi que j'avais noté sur les internets, il y a chez Les Bretons aussi qui est très bien coté. C'est vrai que Légionnaire, tous les Goscinny sont super bien cotés. Oui, à part peut-être le premier. Tu sais, le premier, il est comme. Ouais, le premier, c'est pas super. Le film non plus. Là, il y a le marchand de bœufs qui est drôle. Là. Sinon, La Serpe d'or, le tome 2, déjà, une immense coche au-dessus. Je regarde, je suis juste Gladiateur, très bon. Tour de Gaulle, très bon. Combat des sont chefs. tous très bons. En Corse, je me souviens d'avoir lu c'est vrai que c'est en Corse quand j'étais plus jeune, mais je l'avais trouvé très bon. Faudrait que je le relise, mais il y a tous les Goscinny, là, c'est tous. Ouais. Obélix et compagnie. J'aime bien ceux où est-ce qu'ils commencent à intégrer des concepts comme Obélix et compagnie. C'est vraiment une charge à bras raccourcis contre le capitalisme. Ouais. Le domaine des dieux. Le domaine des dieux aussi, qui a été fait dans le film, qui est très bon. Très bon film. Vraiment. C'est ça, elle est d'origine grecque à la base. Voilà. Oui. Elle descendait de Ptolémée, un général d'Alexandre le Grand, qui a été gouverneur d'Égypte au 4e siècle avant Jésus-Christ. C'est ça. Voilà. Merci Internet. Non, merci Tania. Ah, OK. Ben, moi, je remercie l'Internet. Je te remercie. En même temps, quand t'es reine d'Égypte, à un moment donné, tu imagines qu'elle a eu sa citoyenneté. Elle a dû passer le questionnaire. C'est sûr. Ouais, elle a mis un bill d'hydro. Là. Ouais, non, j'habite en Égypte. Là. OK, c'est correct. Mais ouais, c'est ça. Mais oui, écoute, je pense que c'est vrai que c'est Cléopâtre. Je pense qu'on peut dire que. Ouais. Je pense qu'on s'est pas trompé. Là. L'Internet se trompe pas. L'Internet a raison une fois de plus. Puis je pense que l'Internet a raison, mais je pense que l'Internet aussi devrait considérer que je pense que tous les albums de cette période-là sont tous équivalents bons. Je pense. OK, toi tu donnes ex aequo à tous ceux qui ont... Moi je pense que oui. Écoute, les Helvètes, c'est super drôle. Ouais. Tu sais, il y a rien de mauvais là-dedans. Ben, j'avoue que c'est difficile de dire quel est le meilleur, toujours avec les textes de Goscinny, là, quel est le meilleur des Astérix. C'est dur à dire. Pour ceux qui viennent de nous syntoniser, on aime vraiment beaucoup Astérix puis ceux de Goscinny. Oui, c'est ça. Bon, c'est bien beau tout ça, mais le segment s'appelle Pour le meilleur et pour le pire, pour une raison. À date, c'était quand même pas si pire, je trouve, notre Pour le pire. C'était souvent des albums, Blick et Mortimer, on a fait Spirou, on a fait Torgal. Le pire était généralement soit bof ou OK. Tu sais, OK, où on comprenait pas trop. La semaine dernière avec Batman, on s'est quand même payé parce que le pire était quand même assez pire. Mais là, je pense qu'on vient d'atteindre on atteint des profondeurs là. Là, le pire album d'Astérix, c'est l'album Le ciel lui tombe sur la tête, qui est paru en 2005. C'est le dernier album que Uderzo a scénarisé et dessiné. Et c'est épouvantable. Ah non, c'est pas bon. Ça n'a aucun bon sens à quel point ce livre-là est pourri. Je sais pas ce qui s'est passé. Écoute, l'histoire, c'est... bon, Astérix et Obélix sont dans la forêt, ramassent des sangliers. Ça, c'est la meilleure partie. Ça, c'est le meilleur bout. À date, ça, là, c'est super bon. Page 2. Ça, c'est une longue pente descendante. Et ils reviennent au village, tout le monde est figé. Et pourquoi tout le monde est figé? C'est parce qu'il y a des extraterrestres qui débarquent. Et qui viennent chercher la potion magique parce qu'ils sont en guerre avec une autre race d'extraterrestres qui eux aussi débarquent. Oui, le village est figé comme l'expression que j'avais en lisant ces 47 pages. Et là, écoutez, le gentil extraterrestre qu'on rencontre au début, qui est dans une espèce de grosse boule dorée,
il descend et c'est un Tsaldivian. Ouais, merci. Un anagramme de Walt Disney. Et c'est un genre de Teletubbies mauve qui s'appelle Toon. Qui s'appelle Toon. Il s'appelle Toon. Il s'appelle Toon. Parce que c'est un diminutif, on l'apprend, là, c'est un diminutif de cartoon. Ouais. Parce que cet album-là... Oui, mais c'est pas une excuse. Ah non, je sais, il n'y a rien qui est une excuse, là. Prenez rien de ce qu'on dit ce soir, explication n'est une excuse. On avait fini avec l'onde Septimus, quand la dernière que moi j'ai fait, puis il y avait toujours, c'est un peu des extraterrestres, et là, je venais de dire, moi, quand c'est les extraterrestres, ça va dans l'espace, ça va trop loin. Arrête ta série à partir de ce moment-là, comme Indiana Jones, par exemple, le 4e. Non. Tintin, ça marche pas. Tintin vole, je l'aime pas. Non, ça va trop loin. Et là, ça marche pas plus. 2 pages. 3 pages, quoi. Et déjà, on m'amène ce gros vaisseau extraterrestre qui est même pas un vaisseau en plus, c'est une boule. En même temps, ça c'est pas super. Je trouvais ça cool quand même, la boule. Ah ouais? Ah non, moi, de toute façon, c'était un vaisseau extraterrestre. À base. J'ai arrêté là, à la page 8. Mais c'est ça, c'est que Toon, c'est une espèce d'hommage à Mickey Mouse, mauve, pas de nez, il est horriblement raciste, il insulte les Gaulois à la première occasion. On est supposé le trouver sympathique, mais non, il est arrogant. Ah non, il est pas le fun pantoute. Parce qu'à la fin, j'ai l'impression que Uderzo fait une espèce de mot, il dit que cet album-là, faut le voir comme un hommage à Walt Disney. Ouais. C'est ce que j'ai l'impression que c'est plus une justification comme un espèce de mot pour expliquer. Parce que c'est tellement bizarre, c'est tellement mal foutu cette affaire-là qu'on dirait que c'est pour justifier tout ce qui se passe là-dedans. Mais la justification, c'est page 45, là, on est presque à la fin, et notre fameux Toon retourne vers sa boule jaune, son vaisseau, et il pense « Moi aussi, je peux faire des miracles. Afin de faire oublier cette aventure grotesque, je vais faire en sorte que les Gaulois n'en gardent aucun souvenir. » Ça n'était qu'un rêve. Mais il s'auto-cale là-dessus, là. Il se dit « Voici une aventure grotesque. » Désolé, Et tout se règle en un seul onomatopée. À chaque fois qu'il y a une espèce de bataille, ça fait « Wow! » Et là, la bataille est réglée. Ou Vraum, et là, ça vient de se terminer. Il y a Chrak aussi qui règle un problème d'une espèce d'armée de clones. Et Brouf, qui fait que le vaisseau est disparu. Là, on saute beaucoup du coq à l'âne là, parce que c'est tellement n'importe quoi. Parce que c'est ça, la bande dessinée. Mais il y a plein de choses qu'on n'a pas dit. D'abord, justement, le Toon en question, là, le Teletubbies, il est accompagné d'une armée de clones. Des super clones c'est Superman, c'est toute une armée de Superman, c'est vraiment le costume de Superman. Et la tête d'Arnold Schwarzenegger. Ouais, exactement. Et c'est toutes des espèces de nonos, c'est vraiment des grosses... en anglais, ils disent des meatheads, là, mais c'est vraiment des cabochons, des gros gnochons. Qui mangent des hot dogs. Et ils disent que les chiens chauds sont énergétiques. Sérieusement, là. Ils sont zouf. Puis les méchants, là, c'est les Nagma, qui est un anagramme de manga. Et ils sont dans des gros vaisseaux qui ressemblent soit à Goldorak ou Messenger Z ou ils appellent comment ils s'appellent les vaisseaux les Goldorak. Goldorak. Ah oui, c'est ça. La seule référence qu'Uderzo a en domaine du manga, c'est Goldorak. Alors, on dirait que c'est comme le vieux monsieur là qui disait moi c'était meilleur dans mon temps, puis là les jeunes écoutent Goldorak à TV, moi j'écoutais Mickey Mouse, c'était bien meilleur Mickey Mouse. J'haïs les mangas, je vais faire un BD qui parle de ça. Ouais, ça fait vraiment comme j'essaie d'utiliser les codes des jeunes, mais je les maîtrise vraiment pas. Donc je vous donne un album qui est pas très bon. Ou bien Toon qui dit aux Gaulois, voyons, vous êtes tous différents, j'arrive pas à vous reconnaître. Nous, chez nous, on est tous identiques. Hey, wow, la métaphore, là! Mais il se passe rien, hein, parce que... Bon, les Gaulois, ils servent à rien, ouais. Non, les deux clans, en fait, Toon vient avertir qu'on veut... je sais, il s'appelle Toon, qu'on veut voler une arme secrète ultra puissante. Et là, finalement, il y a les méchants robots qui veulent voler cette arme secrète ultra puissante, mais là, ils veulent se battre ensemble, les deux gangs d'extraterrestres, mais là, ils sont de force égale. Donc, il se passe rien.
C'est quoi ça? Je sais pas. C'était un quiproquo de bataille? Puis Pas Toon, un statu quo? à chaque fois qu'il revient sur dans le village des Gaulois, là, il jase un peu, puis il finit tout le temps par dire « Il faut que je retourne sur mon vaisseau. » Mais tout le temps, pour rien. Ouais, mais si t'étais t'étais dans cette histoire-là, ça te prendrait un petit break aux 2 pages. Là. Tu voudrais pas être trop souvent dans cette histoire-là. Je me demande bien qu'est-ce qu'il y a sur son vaisseau tant que ça pour qu'il doive y retourner. Moi, je suis sûr qu'il fait cuire une tourtière. Ouais, faut qu'il aille l'arroser, c'est sûr. C'est sûr que c'est ça, là. Il n'y a pas d'autre solution. Non, il n'y a pas d'autre raison. C'est la seule explication possible. Moi, j'ai été vraiment insulté d'une... Carrément. Tu dis ça sur retour. J'ai été vraiment insulté. Sur la phrase suivante, c'est en page 26, si jamais il y a des gens qui l'ont dans leur sous-sol, parce que ça mérite absolument pas d'être sur aucun étage est au-dessus du sol. Je vous le garantis, cette bande dessinée-là. Les Goldoras sont les guerriers robots des Nagma. Je vais vite rejoindre mes super clones. Sérieusement, la France aurait dû passer une loi pour interdire ce genre de phrase-là dans un Astérix. Je veux pas ce genre de phrase-là dans mon Astérix. Il y a trop de mots qui ont pas rapport. Moi, je veux Romain, des gags de X puis des gags de Us pour les Romains. C'est tout. Oui, c'est ça. Il y a une bataille de Romains à la toute fin pour dire hey, non, sérieux, c'est un Astérix, by the way. Là, c'est ça. C'est un Astérix. On sait qu'ils servent à rien, là, les Gaulois puis les Romains dans ce livre-là, mais ils sont là. Et c'est là qu'ils ont arraché la série des mains d'Uderzo pour le donner à 2 nouveaux auteurs. Ouais. À un moment donné, le Toon, il devient super gros. Ouais. Il devient super gros, puis là, il se met à voler. À la fin, il perd ses couleurs, comme pour donner la référence à Mickey Mouse. Ouais. Puis j'ai pas aimé non plus qu'il ose faire une référence à Astérix et Cléopâtre. À la page 35, il y a l'espèce de gros vaisseau là, qui est un Goldorak des pauvres. Ouais. Il dit... comment on va faire pour délivrer Panoramix qui a évidemment été enlevé dans le gros vaisseau. Et là, Obélix dit, j'ai bien escaladé le Sphinx, je peux faire la même chose sur ce tas de ferraille Astérix. Sérieusement, fais pas référence. Ça t'aide pas, là. C'est vraiment un chien, parce que le lecteur, il dit, ah ouais, c'est vrai que c'est Cléopâtre, c'était bon, ça. Oh. Et il finit de lire cet album de boîte, là. Moi, ce que j'ai trouvé, c'est j'ai l'impression, tu sais, on parlait tantôt que Goscinny, c'était universel, que ça pouvait être lu par n'importe qui, par tout le monde. Là, c'est carrément de la BD pour enfants. C'est premier degré. Ouais, c'est premier degré, c'est pour les... C'est enfant, là. Oui. J'ai l'impression que Uderzo, c'est probablement... C'est peut-être sa limitation en tant que scénariste. Puis je pense que beaucoup des bandes dessinées qu'il a fait lui-même, c'était ça. C'était des BD pour enfants. Parce que moi, je l'ai lu, pas en ordre chronologique, donc j'ai commencé, malheureusement, par celle-là. Et par la suite, là, c'était comme tomber là, dans des belles chaussures là, confortables et chic pour ce qui est de Goscinny, qui avait un humour fin, qui était bien travaillé, qui pouvait être sur plusieurs niveaux. Alors que là, j'avais l'impression qu'on me donnait des claques de gags, genre, tiens, ris, c'est drôle, ça. Non, ça l'est pas. Les Américains sont poches. Oui, mais j'ai ri une fois parce qu'Assurance Tourix chante, en tout cas, essaie de commencer à chanter quelque chose, puis il chante Si j'avais un marteau. Donc c'est une chanson de Claude François, Si j'avais un marteau, en tout cas. Puis je trouvais ça très drôle parce qu'il est blond, tu sais, puis ça pouvait sans y ressembler, mais le personnage pouvait être un peu une petite référence de Claude François, mais c'est le seul moment où j'ai eu un semblant de plaisir dans la bande dessinée. Ouais, tout le monde se crie après aussi. Astérix est fâché tout le long. Là. On dirait qu'il y avait comme contrôle B tout le temps. Là. Tout est en gros caractère noir, exactement. Tout est en all caps. Ah non, c'est... Non, le scénario est en bold, là, en caractère gras. Ouais, pas d'italique, là, tu sais. En comic sans. J'ai entendu une entrevue il y a pas si longtemps, c'était avec Lewis Trondheim. Il disait que je pense que les auteurs de bande dessinée devraient arrêter à 60 ans. Parce qu'après, ils deviennent, je pense qu'ils disaient vieux et cons, là, mais c'est son genre. Bon, c'est peut-être exagéré. Mais je pense que là, oui, je pense que Uderzo, il était peut-être au bout au bout de ce qu'il y avait à dire, là. Il y a un moment aussi où Panoramix donne la potion magique, ce qu'il fait vraiment jamais. Ouais. Puis là, on pensait que c'était pas ça qu'il avait donné peut-être, mais Astérix en boit, puis ça en est. En même temps, Panoramix, il est quand même assez lousse sur la page de la potion magique. Là. Dès que quelqu'un en a besoin pour... il va en faire, mais il en donne pas des... Ça, c'est comme un vase, là. En tout cas.
Non, mais il en donne plus qu'on pense. Fait que pour résumer, avez-vous aimé cet album-là? C'était correct. Laisse-moi non, écoute, y c'était penser. épouvantable. Ça n'a pas de bon sens. Ça a été... J'ai pas eu de fun à lire ça, moi. Ça a été un fardeau. Ah, moi aussi. Moi, j'aime beaucoup faire de la radio, là. J'aime beaucoup la bande dessinée. Mais lire ça a été un fardeau parce que ça traîne dans la boue un héros qu'on aime tellement. Avez-vous lu, moi j'ai lu j'ai pas lu chez les Pictes, j'ai lu le Papyrus de César. Oui, moi aussi. Oui, ça relance c'est bien. Super, c'est bien, c'est vraiment bien. C'est une belle remise en forme d'Astérix, je trouve. Oui, beaucoup de références aux médias, à Wikileaks. Ouais, c'est ça revient un peu à l'essence, des trucs un peu plus universels, des trucs un peu tout le monde peut comprendre, les enfants comme les adultes. Des batailles de Romains, les villageois qui s'engueulent, c'est ça qu'on aime chez Astérix. Puis il y en a qui sort en 2018, Astérix c'est la transitalique, en transitalique, voilà. C'est ça. Astérix en transitalique. Donc, j'ai bien hâte de lire ça. C'est encore une fois la même équipe, Jean-Yves Ferry et Didier Conrad. On leur souhaite bonne chance. Oui, on leur souhaite bonne chance. Mais ça peut pas être pire que le ciel lui tombe sur la tête. Ça, non. On va mettre les résultats donc de nos critiques dans notre goniomètre portatif. Tania, combien de goniomètres Astérix et Cléopâtre? Moi, je donne un bon 8. OK, juste 8. OK, Guillaume? Ah, une infinité de gognos. Ben, j'en ai combien des gognos? Ah, tu peux mettre c'est le nombre de... C'est vrai que t'étais pas là. J'étais pas là quand vous avez décidé qu'on calculait en c'est goniomètre. Infini. Tu peux donner le nombre de gognos que tu veux. Ouais, je vais donner 400 000. Moi, j'ai 1000 gognos pour le ciel. Combien? 1. Caroline, Tania. Il faudra t'expliquer comment ça marche. Guillaume? Ah, je veux même pas approcher un gogno de cet album-là. Moi, j'ai donné tous mes gognos négatifs la semaine passée, mais je m'en fous. Moins 1 million de gognos, encore une fois. Oui, ça le mérite. Ouais. Et l'accord breuvage BD, Guillaume, rapidement? Oui, alors la pastille de goût d'Astérix est irréductible et costaud. Alors, pour bien apprécier un album d'Astérix, j'irais avec la recette de la potion magique, que, en ce moment, les ingrédients qu'on sait. Si vous voulez faire une potion magique, alors pour bien boire et lire, ça va prendre du ghee, ça prend des carottes, sel et poivre, du trèfle à 4 feuilles, un poisson raisonnablement frais, du miel et de l'hydromel, ainsi que de l'huile de roche, du pétrole. Si vous voulez de quoi qui goûte mieux et qui est vraiment moins mortel, vous pouvez prendre du jus de betterave à la place. C'est tout aussi efficace et ça a meilleur goût. Finalement, il y a du homard et des fraises, ce qui est facultatif, mais ça donne un meilleur goût. Alors, vous mangez tout ça dans une casserole, dans une marmite, vous faites bouillir et vous savourez. Alors, merci Guillaume. Merci de nous écrire. On a eu plein de commentaires. C'est très intéressant. Facebook.com/RGCKRL, HRGSCKRL, Twitter, #MatraqueMolle, iTunes, Google Play en balado-diffusion. Tania Beaumont, merci. Ça fait plaisir. Guillaume Plante, merci. Hey, ça fait plaisir. Mon nom est François Angers. Je vous revois la semaine prochaine pour Lucky Luke et on se laisse avec l'émission Le Bob Trotteur.